non pas comédie, mais satire. Alors, les satires, c'est ces personnages qui accompagnent Dionysos, mi-humain, mi-beaucoup, je sais plus quoi. Dieu de Pan, quoi. Oui, voilà. Et donc, c'est une manière de dire, encore une fois, bon, tout ça est très tragique, mais au fond, les gars, il faut quand même rigoler un peu aussi. Je pense. Hein. Voilà. Première réflexion. Deuxième réflexion, alors par rapport à Aristophane, oui, en fait, qu'est-ce qu'il met. Alors, c'est un festival à part, je crois, mais aussi dans le cadre du culte de Dionysos. Hein. C'est aussi de présenter un miroir, mais au fond, de présenter un miroir où tout tourne à la dérision. Toutes vos prétentions absolues, regardez un peu les gars, on va se foutre de votre gueule, quoi. Il tourne en dérision d'ailleurs les tragiques aussi. Oui, tout à fait. Mais la position du poète comique est une position un peu curieuse. Par exemple, par rapport à les divinités de la religion, de la cité donc traditionnelle. On ne parle pas des religions du mystère qui est vraiment quelque chose à part. De la religion dominante avec les divinités olympiennes. C'est que, en fait, ils tournent tout en dérision, mais en même temps, ils sont, comme c'est souvent avec le drame, avec des auteurs de drames comiques, ils sont très conservateurs. Ils ne supportent pas la critique de la religion traditionnelle. Il y a une pièce, je ne sais plus laquelle, Les Grenouilles, je crois, d'Aristophane, où ils mettent en scène un concours entre les trois poètes tragiques. Et il y en a deux, c'est Échille et... Comment est-ce que c'est ? Je ne me rappelle plus le détail, mais en fait il y a un concours et il faut déterminer qui des poètes aura le droit de retourner, hein, comme Eurydice qui accompagne en fait parmi les mortels pour revivre, etc. Et puis il y a toute une altercation entre Euripide, le moderniste éclairé, qui est en fait le seul vrai intello de la triade classique, du canon classique. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas exercé de mandat dans la cité comme a pu le faire Sophocle, c'est quelqu'un qui n'a pas combattu sur le champ de bataille comme Échille. Hein. Échille était un hoplite qui combat dans l'armée à Salamine, etc. Sophocle a occupé des magistratures. Euripide, non. Euripide, c'est vraiment un intello qui vit un peu à part chez lui et qui écrit des pièces qui sont d'ailleurs beaucoup plus psychologiques. Et il critique la religion traditionnelle. Et donc, dans le combat où il est opposé à Échille, chacun peut faire son plaidoyer pour et contre, etc. Et finalement, c'est Dionysos, je crois, qui doit décider qui va le raccompagner du Hadès vers la mortelle pour reprendre la vie. Et c'est évidemment Échille qui gagne, c'est pas Euripide. Donc, il y a une position, ils sont à la fois très critiques, mais très critiques quoi ? Les humains qui ont trop de prétentions, j'ai envie de dire, avec un terme de psychanalyste, des prétentions phalliques, mais aussi bien au niveau du pouvoir qu'au niveau du sexe. Comme tu le disais, deux types humains. Voilà, et ils sont ridiculisés. D'ailleurs, c'est une tradition tout à fait grecque, parce que déjà chez Homère, on voit très bien, voilà, il est le poète qui dit l'ordre caché des choses, à travers les actions des héros épiques apparaissent les divinités avec leurs spécificités idéalisées, hein, qui sont comme une quintessence de l'humanité au degré supérieur. Mais de ces dieux, Homère déjà, il rigole. Hein. Il rigole. Le texte, c'est ce que les Grecs croyaient aux dieux. Certains, oui. On peut se poser la question, est-ce que c'est de la religion ou est-ce que c'est plutôt une pensée mythique ? Je ne saurais pas répondre, mais bon, il y a la critique aussi de toute cette divinité, on voit très bien déjà dans l'œuvre de Sophocle, hein, Échille ne semble pas douter, même si c'est de la poésie, de la fiction, etc. Édipe, Sophocle, on ne sait pas trop bien. Il se dit, il faut quand même mieux y croire, parce que c'est pas possible, quoi, que toutes les lois ne soient pas divines, mais seulement humaines. Chez Euripide, il y a tous des discours, des altercations comme ça entre personnages, où il y a aussi des personnages qui disent tout ça, c'est des inventions pour se servir. Amédée d'Euripide, c'est très différent comme type
des personnages. Mais là, bon, Aristophane, enfin, c'est quasi un des seuls qu'on connaisse habituellement comme auteur de comédie. Ouais, quoi. ouais. Je ne sais pas si ceux qui étaient auteurs de comédie devaient aussi composer des tragédies. Je pense pas. Je pense pas. Mais ils étaient d'ailleurs toujours, c'était toujours des concours. C'était des tragédies. concours, Hein, oui. c'était toujours, Mais par exemple, dans le banquet de Platon, Aristophane n'apparaît pas à un autre titre que tous les autres qui interviennent. Il n'apparaît pas d'ailleurs comme étant un auteur de comédie dans le banquet comme tel. Ouais. Son discours. Il y a une éternité que j'ai eu le banquet en je serai pas là-dessus. Mais oui, donc en tout cas, oui, le tragique est toujours compensé par autre chose. Et peut-être une autre question, tu n'en as pas parlé, mais peut-être que c'est dans ton livre. Tu as insisté par exemple pour ce qu'il en était des héros, que leur nom en signifiait déjà quelque chose. Tu n'as rien dit sur le nom d'Oedipe même. Ah oui, non, c'est vrai. Le nom, je voulais dire surtout le nom de la lignée. Donc, dans le cas d'Oedipe, il est un héritier ou un successeur, mais dans le désordre justement de qui? De Laïos, qui est le fils de Labdakos. Et si, selon les légendes, en fait, alors, ce qui est très remarquable, c'est que tous les trois sont marqués par une infirmité au niveau des jambes, de la marche, enfin, je ne sais plus, l'un elle boite, l'autre, enfin bon, peu importe. Et donc, disons, il n'y a qu'une marque d'identité qui dit, voilà, c'est la même lignée. Mais non, je n'ai pas dit grand-chose du nom, mais bon, vous savez tous, j'imagine, que raconte la légende sur Oedipe au départ. Pourquoi a-t-il été adopté par la cité de Thèbes, qui croit, comme il croit, qu'il est un étranger? Pourquoi a-t-il été instauré comme tyrannos dans la cité? Pourquoi lui a-t-on donné aussi en mariage Jocaste, de sorte qu'il ait des enfants qui puissent donc aussi transmettre, etc. Mais c'est parce qu'il a combattu et vaincu la Sphinge. Or, la Sphinge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tue si on ne répond pas à son énigme, si on n'arrive pas à la résoudre. L'énigme, c'est quoi? Ben la Sphinge, elle pose tout simplement la question, c'est quoi? Ça marche à 4 pattes, puis à 2, puis à 3. Et Oedipe trouve la réponse, il dit c'est l'humain. C'est le nourrisson, l'enfant qui rampe à 4 pattes, puis il est debout, quand il est adulte, et puis quand il est vieux, il a besoin d'un bâton. Et il y a évidemment un jeu de mots dans le nom même d'Oedipe. Oedipe n'a pas reçu son nom de la part de ses géniteurs. Il a reçu son nom justement parce qu'il a une infirmité. Il aurait dû donc être tué, rejeté en dehors de la cité. Il ne l'a pas été. Il a été attaché par ses pieds qui ont été transpercés et à cause de ça, il a eu une infirmité aux pieds, un gonflement des pieds. Comme on dit œdème, c'est le même mot. Et donc pouce, c'est le pied. Oedipe, c'est le pied enflé. Mais en même temps, tous ceux qui connaissent le grec savent très bien que le mot oidipus renvoie aussi au verbe videre, qu'il y a dans eidos, dans idée, dans voir, etc., qui est quoi? C'est le type qui sait. La forme oida du verbe, en fait, c'est un aoriste, je crois, ouais. Et en fait, ça veut dire littéralement j'ai vu, hein, pas d'un œil intérieur, mais sur la scène, c'est ce qui se passe. Mais on traduit toujours par je sais. Ah bon? Je sais parce que j'ai vu. Ah bon? C'est quelque chose qui se passe en public. Et donc il y a un jeu de mots évidemment là-dessus. Le type, c'est le type qui a eu les pieds enflés, etc. Mais c'est aussi le type qui sait ce que c'est, qui marche d'abord à 4 pieds, puis à 3, puis à 2, puis à 3. C'est plus compliqué que ça, encore c'est plus subtil. Parce que ce qui se passe en fait, c'est qu'aucun des labdacides ne transmet le pouvoir en ligne directe, toujours par des interruptions. Laos n'a pas hérité le pouvoir de Labdakos, de même que Oedipe n'a pas hérité le pouvoir de Laos, c'est-à-dire que l'ordre de marche des générations a été interrompu. C'est bien pour ça qu'il est un tyrannos et pas un roi, etc. Enfin, tout ça est en même temps, et moi je suis sûr que le grec moyen, il savait ça. Parce que
cette pensée est entièrement dans la langue, on va dire. Il n'y a pas une langue commune qui véhicule un certain savoir commun, et puis en dehors de ça, toutes sortes de disciplines scientifiques, etc. Petit à petit, oui, mais au départ, non. Et donc, voilà, il y a tout ça dans le mot, dans le nom d'Oedipe lui-même. Ouais. Il marche, et il s'élénime de ce qui marche, mais il marche lui-même dans le mauvais ordre, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Malgré toutes ces prétentions à savoir comment les choses se passent. Tout ça est dit dans son nom personnel, ce qu'on a. Je voulais te demander, Jean-Claude, au fond, voilà, cette manière dont tu présentes les choses, hein, donc avec Freud qui mettrait l'accent et qui soulignerait dans le livre plutôt un des aspects. Tu disais aussi dans tes livres, mais tu l'as redit ici, qu'au fond, Zondi déjà te semblait déployer différents aspects et déconstruire les choses d'une façon qui était pour toi déjà plus parlante. Ouais. Hein. À la manière, tu disais, en t'appuyant alors plus sur Gagne-Pain, comme Gagne-Pain, ça se déploie sur différents registres, quoi. Et alors je me suis demandé, au fond, qu'est-ce que tu, dans le, je sais pas comment tu l'appellerais, le système Gagne-Pain, bon, qu'est-ce que tu y trouverais qui pourrait être plus adéquat pour saisir ces nuances et ces distinctions qui te semblent indispensables par rapport au système zondien? Et je te le demande parce que par rapport à cette question, par exemple, sur l'Oedipe, plus largement, effectivement, dans le système zondien, mais le système zondien qui ne s'est pas construit en rupture sur un certain plan par rapport à Freud. C'est l'idée d'une autre type de lecture de Freud revisitée par le Zondi. Il semble bien que dans le système zondien, la différence des générations se situe sur un plan, et la différence des sexes n'est pas dans le sexuel, mais dans le moi, c'est-à-dire dans ce truc de responsabilité. Donc la loi, le sexuel, la responsabilité sont effectivement amenés sur un plan différent au niveau du Zondi. Alors qu'est-ce qui te semble être plus adéquat dans le système Gagne-Pain, puisque tu connais aussi le système zondien, je dirais, ou bien est-ce que c'est une préférence C'est une préférence certainement personnelle. Mais tu y vois aussi un intérêt qui te semble être plus fort par rapport à cette distinction auquel tu tiens, enfin, et qui... Il me semble quand même que, enfin, il ne faut pas oublier que le modèle de Gagne-Pain ne s'applique pas uniquement dans le champ qu'on appelle traditionnellement celui de la psychopathologie. C'est-à-dire que ça parle aussi de ce qu'on appelle traditionnellement les apraxies et de ce qu'on appelle les aphasies. Ce qui déjà, ni dans Zondi, ni dans Freud, etc., ça n'apparaît pas du tout. Et ce qui contraint quand même à reformer, par exemple, par rapport aux lacaniens, tout ce qu'ils disent du signifiant, bon, préciser de quoi vous êtes. Ah, bon, voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, quand même très importante, et je ne sais pas en quelle mesure c'est important pour les Zondiens, il y a trop longtemps que je ne suis plus là-dedans vraiment, mais le modèle de Gagne-Pain est un modèle dialectique. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'on ne parle pas seulement des capacités de mise en structure, une manière de s'absenter, de tuer la chose, dirait le lacanien, hein, mais aussi d'une présence justement contenue. C'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement des capacités culturelles qui provoquent une dialectique, mais aussi de ce qu'elle présuppose, c'est-à-dire des capacités naturelles. Par exemple, en glossologie, on va faire des recherches cliniques aussi sur pas seulement les aphasies, mais aussi sur tous les problèmes de perception et d'imagination, au sens médiationniste du mot. Il y a toutes sortes d'études là-dessus. Donc il y a tout un registre naturel de fonctionnement strictement animal qui est pris en compte. Et alors là, à partir de là, il faut essayer de comprendre des processus qui sont d'ordre dialectique, qui est par exemple ce que j'ai évoqué brièvement, la synonymisation. Et là, le concept de structure prend un sens quand même très particulier qu'il n'a pas ni chez les lacaniens, ni chez les zondiens, etc.
La mise en structure, il ne s'agit pas là de voir qu'il y a un système par exemple, de pulsions qui, d'une manière ou d'une autre, sont activées, donnent lieu à des clivages, etc. Il s'agit, à chaque lieu, on va dire, d'essayer de comprendre ce que ça veut dire mettre en structure. Un fonctionnement structural, sémiologique, taxonomique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique de créer de la polysémie et d'en devoir faire quelque chose en situation, de diverses manières, etc. Et ça, c'est les recherches, me semble-t-il, à faire. Archi difficile. Voilà. Mais bon, les choses ne sont pas réparties de la même manière, certainement pas. Il me semble que Ganipin a une vue plus ambitieuse, en fait, du fait de parler aussi de ces registres strictement naturels. Et qu'il y a donc ce concept de structure qui est appliqué en sens presque strictement saussurien. En plus, le concept de pulsion, alors par rapport aux Indiens, n'a pas le statut englobant qu'il a pour les Indiens. Il a une place très spécifique dans le modèle axiologique. Bon, c'est technique, hein. Donc il y a une place pour la problématique de la pulsion, mais elle est située à un endroit précis. Si vous voulez, s'il y avait une psychopathologie à la manière de Ganipin, ce qu'il n'y a pas parce qu'il y a plus, il y a autre chose, ce ne serait pas pour écrire ou pour fonder une psychiatrie pulsionnelle, ce qui est quand même typique, me semble-t-il, du zombie. Une autre manière de dire ça, la problématique de la satisfaction n'est pas cruciale à tous les plans. Satisfaction dans l'action de synonymiser quelque chose, oui, ça intervient par en oblique, mais ça ne dit rien sur l'opération de synonymisation en tant que telle. Et on fait donc l'hypothèse que c'est le cas également quand on parle, par exemple, de se construire une identité, et moi je suis opérin parce que, etc. La question de la satisfaction de la pulsion n'intervient qu'indirectement par rapport à ça. Ce qui est, bon, sans doute difficile à comprendre, à admettre, mais... Hein, si je peux faire une analogie, quand on parle par exemple de jouissance, la question, quand on parle de la jouissance d'un psychotique, d'un paréal, etc., c'est pas de savoir s'il jouit ou pas, ou si sa jouissance est une jouissance transformée, toute, pas toute, etc. La question c'est qui a l'initiative de cette jouissance, à qui appartient-elle, qui en a la responsabilité, qui l'accapare totalement pour lui ou pour elle. C'est ça le genre de question qu'on pose. Mais elle peut être posée pas seulement par rapport à la jouissance, mais par rapport à n'importe quoi. La langue qu'on parle, les habits qu'on porte, le territoire qu'on occupe, etc. Le principe du partage ne change pas, l'hypothèse. Tu comprends, hein? Voilà. Oui. Je ne suis pas sûr qu'on puisse traduire davantage. Maintenant, ce serait intéressant, par exemple, moi je devrais simplement écouter, hein, je ne serais pas capable d'apporter quelque chose, mais de voir des profils, justement, moi ça m'intéresserait beaucoup, de personnes psychotiques, ou de ce qu'on appelle des personnes narcissiques, etc. Qu'est-ce que ça donne au niveau des clivages? Est-ce que ça permet, peut-être, oui, de développer davantage certaines hypothèses médiationnistes, mais en introduisant alors justement ce concept de mise en structure, de structuration, en identité, pour autant qu'il s'agit de narcissisme. Voilà. Il y a quantité de concepts aussi à inventer et à essayer au moins d'illustrer, sinon pas de prouver en les objectivant, mais comme je dis, objectiver quelque chose, on ne va pas faire passer les gens à l'acte, hein, ça ne va pas, quoi. Il faut attendre, il faut voir. Le concept de jouissance, il est peut-être un peu ambigu chez Lacan. Oui. Il faut peut-être venir un peu à son secours, parce que Oui, tu le tires du côté de l'éprouvé. Tu l'axiologise complètement. À mon avis, c'est quand même plus compliqué que ça chez Lacan. Le fait de posséder aussi. Du, c'est le possesseur. Ça me paraît quand même être davantage interprétable du côté du
venant de la personne, on va dire. Comme Oui. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on introduit alors d'autres concepts pour justement départager ça, ou est-ce qu'on dit que c'est un aspect de la même chose? Enfin, voilà, c'est pas d'assez déconstruit. c'est une Mais question. c'est vrai qu'en français, on parle aussi d'avoir la jouissance. Oui, c'est ça, user de. Donc, toute la question de la possession, l'usufruit, Oui, mais etc. de l'usufruit, Il y a qui tout est un langage. une manière de dire j'ai le droit de disposer de ça. Mais le droit, est-ce qu'à ce moment-là, le droit, justement, c'est une question de bien et de mal? Je crois pas. Hein. C'est vrai que le terme droit lui-même est ambigu. On Voilà. entend bien en quoi toi tu le répartirais Ouais. entre les deux derniers plans. C'est ça. Hein. C'est toute la discussion qu'on entend maintenant avec le flot des réfugiés, etc. Bon, il y a les droits universels, je veux bien, etc. Mais et où sont les devoirs? C'est toute la question. Les droits des enfants, par exemple. Oui, ils en ont, mais par procuration. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un aussi qui assume les devoirs dont ils ne sont pas encore capables. Mais c'est des questions dont, quand on lit dans les journaux, les droits des les droits et les devoirs. Parce que la responsabilité, elle implique. Surtout que si tu l'entends dans le sens de la dette. Oui, voilà. Ces discussions sont très obscures. Et je suis bien d'accord pour dire que chez Lacan, bien sûr, mais d'autant plus qu'il y a toujours quelque part, en définitive, une petite teinte érotique ou sexuelle dans la jouissance. En même temps, moi, ça me dérange. Et bon, mais je suis peut-être dupe du fait d'introduire un nouveau mot, de penser que je parle d'autre chose. Voilà. Je suis Non, mais peut-être en train de c'est pratiquer. quand même tu mets le doigt sur des distinctions pertinentes. Oui, je pense. Mais voilà. Donc, Moi, je me disais, en t'entendant présenter effectivement la figure de l'Oedipe, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu avançais, mais je me dis quand même qu'il y a un des aspects que, alors c'est les clés conceptuelles de Zondi qui le mettrait particulièrement bien en évidence, c'est son aspect paroxystique. La paroxysmalité quand même d'Oedipe, c'est un peu ce que tu as dit quand tu as insisté sur le fait qu'il était passionné, enfin, aussi peut-être trop imbu de lui-même, que de sa point de vue, il n'y avait pas d'autre qui tenait par rapport à lui, etc. Oui. Et alors l'aspect meurtrier, tout ça a finalement, et qui se résout par le fait que c'est lui qui tue, qu'il doit alors tuer. Enfin, je trouve que là, il faudrait dans voir. ce qu'il y a de plus original, dans ce que Zondi lui-même apporte aussi par rapport à Freud, j'ai la référence aux ancêtres, etc. Zéro moi. C'est vraiment quelque chose.